Il est temps de vous présenter l'émission trimestrielle dénommée Décryptage économique. Une émission qui aura pour but d'informer et d'éduquer la population congolaise ainsi que africaine sur le vrai problème économique de nos nations. Présentateur, Miracle Elmen Amenavovo BBA. Le premier rendez-vous est fixé pour le 15 février. Nous aurons pour sujet pourquoi le minerai de la République démocratique du Congo ne profite pas aux Congolais. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre émission, à votre émission Décryptage économique. Merci encore pour votre marque de confiance que vous nous accordez de nous suivre encore. Merci pour avoir partagé la vidéo qui a été publiée la fois passée. Merci pour vous encore abonner sur notre chaîne Onela TV. Et nous sommes humblement touchés par votre soutien, vos conseils et vos apports aussi sur la vidéo. Et ça nous aidera aussi à faire mieux. Et comme on l'a dit la fois passée, notre mission a comme objectif de juste vous informer, mais aussi de vous éduquer sur les vraies problématiques économiques de l'Afrique, au fait, et de la RDC en particulier. Question de permettre aux Congolais, même un Congolais lambda, de comprendre c'est quoi le vrai problématique économique du pays. Question de bien juger les choses. Parce que je crois fermement que quand on fait une bonne diagnostic de la chose, on sait bien aussi apporter les solutions. Donc c'est dans ces lancers-là qu'on a voulu faire cette émission, question de vous informer, mais aussi de vous éduquer sur les vrais problèmes économiques. Souffrez aussi avec moi de vous rappeler encore cette parole merveilleuse de cet homme grand que le monde a connu, Jeff Kennedy, le président américain. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, c'est une aberration de croire qu'une nation est politiquement indépendante si elle ne l'est pas économiquement. Donc, toute indépendance politique se repose au fait sur l'économie. Nous savons que dans la politique, on a les institutions de la République, comme chez nous, on a la présidence, on a le gouvernement, le premier ministre, le chef du gouvernement et les ministres, on a la chambre haute, la chambre basse, on a aussi les institutions comme les cours des tribunaux de la justice. Mais toutes ces choses-là, il y a toujours l'impulsion économique qui joue un grand rôle dans ces institutions-là. Alors on doit faire très attention de ne pas laisser à côté le vrai débat. Parce que nous voulons en fait amener notre population, amener notre peuple à faire des débats existentiels de la nation, de laisser des débats partisans, des débats de partis, des débats de politique, des débats de personnages. Notre peuple, notre population a souffert beaucoup avec des débats de personnalité. Certains pensaient, si tel président quittait la République, le pays sera bien. Et d'autres ont pensé que non, si tel président devenait, président de la République, demain, tout va changer. Mais on s'est rendu compte que tout cela était que de déceptions vaines. Alors, nous voulons amener notre population, notre peuple, la RDC en particulier, aussi l'Afrique francophone en général, à réfléchir. Nous voulons ici vous amener à réfléchir, à faire de bonnes réflexions, question d'amener de bonnes solutions. C'est dans ce sens-là que nous sommes vraiment convaincus de vous éduquer sur les vraies problématiques économiques de nos nations. Merci beaucoup vraiment pour votre marque de confiance. Nous n'allons pas vous décevoir. Encore bienvenue à notre émission, à votre émission Décryptage économique. Partagez la vidéo, invitez des amis à voir la vidéo. Vraiment, abonnez-vous aussi à Onela TV Question d'avoir toujours nos émissions à temps réel. Merci beaucoup. Je vais rapidement aller dans nos news pour vous informer aussi sur les news économiques africaines et congolaises à temps réel. À la une, Zumeko, l'agence française de développement et le ministère des Finances de la République démocratique du Congo ont signé le 10 février 2021 une convention de 12,5 millions d'euros dans le but de prolonger les renforcements de la chaîne des recettes de l'État. Et aujourd'hui en RDC, on parle souvent de coulage de recettes où l'argent qui est perçu, par l'État n'est pas réellement le vrai chiffre que les multinationales ou le vrai chiffre de taxes de la DGI, de la DGRAD qui vraiment devait arriver à l'État. On parle souvent, je me rappelle avec l'ancien ministre de la Justice, le Zolobambi, qui a fait de recherche et il a donné un rapport qui a fait lieu des 15 milliards de dollars qui coulent chaque année que l'État congolais est en train de perdre dans les impôts, dans la fiscalité. Donc, l'État est en train de chercher comment y remédier et je pense que ce sont des bonnes solutions, question d'appeler des experts de l'extérieur et travailler en synergie parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester dans les anciennes manières de faire les choses. Des impôts, on doit aller maintenant comment le monde est en train d'aller. Donc, dans la digitalisation et dans la numérisation de nos régies financières. Aussi, à la une, Zumeko
le taux d'inflation nationale s'est situé à 0,082% en une semaine. Ça s'arrange un peu là, ça va. RDC à la une, baisse de l'activité économique. Le gouverneur de la BCC prône la stimulation par des investissements publics. RDC, plus de 1125 milliards de francs congolais des recettes impôts généraux sur les biens et services donnés par l'État. Ahmed Kaleshkand, la maximisation de la sous-traitance est profitable à toutes les parties prenantes. Les 4 axes de réalisation de Jean-Lucien Boussa à la tête du ministère du Commerce extérieur. Marché des biens et des services, les prix intérieurs demeurent sous contrôle selon la BCC. Et enfin, formation du gouvernement, Samalou Kondé, le nouveau Premier ministre, qui la RDC a eu maintenant après les consultations, débute les consultations ce 22 février. C'est un peu ça le news qu'on avait pour vous aujourd'hui. J'aimerais aussi m'atteler un peu, juste commenter sur la nomination du nouveau Premier ministre de la RDC. Je pense, à mon humble avis, c'est un avis qui est personnel, selon ma conviction. Je pense qu'on doit quitter, voilà, cette manière-là de voir les choses, avec ces cycles infernaux, ok, qu'on a toujours pensé, s'il y a quelqu'un qui vient au pouvoir, il va changer les choses. Je ne pense pas que ce sera vrai. Le changement de la RDC sera un changement collectif. C'est un changement qui demandera tout ce que toute personne, que ce soit le Premier ministre, le gouvernement en place, même le Congolais lambda, à Kinshasa, à Kingabwa, je ne sais pas, au Katanga, voilà, Lubumbashi, au Kivu, de se lancer dans le leadership de la responsabilité, où chacun joue son rôle. Donc, on doit quitter ces manières de penser messianiques, qu'il y aura un jour quelqu'un qui viendra au Congo et demain, la RDC, tout va changer. Non. Là, je vous déçois, mais ce ne sera pas ainsi. Parce que selon les données économiques que nous avons aujourd'hui, ça va prendre du temps pour que les choses changent. Alors, ça doit aussi prendre l'engagement de tout un chacun, de tous côtés, question de changer les choses. Donc, il ne faut pas maintenant s'attendre à quelqu'un qui viendra changer. Non, certes, on va voir ce qu'il va faire, mais je refuse au fait, j'ai vu l'extase qu'il y a eu dans le média par rapport aux gens qui parlaient sur le ministre, ce qu'il va faire, le gouvernement. Non, on ne doit pas s'extasier par rapport à cela, sinon, on va toujours continuer à tomber dans les cycles infernaux et de voir toujours qu'il y aura quelqu'un qui viendra aider la RDC. C'est pas vrai. La solution de la RDC sera sur quand chacun de nous prend ses responsabilités et se lance dans le leadership collectif, où chacun de nous est responsable de ce qu'il est en train de faire et il sait que ce que je fais impacte la nation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais me lancer maintenant dans les choses pratiques. Je pense la fois passée, je vous ai parlé sur l'aperçu économique, l'aperçu historique et économique de la RDC sur l'économie. On a parlé de 1960 à 2020. Aujourd'hui, j'aimerais être pratique par rapport à la thématique, qui est pourquoi le minerai de la RDC ne profite pas aux Congolais. Pour commencer, je vais vous dire ceci. Nous devons savoir que la RDC possède la moitié, je répète encore, la RDC possède la moitié de réserves mondiales de cobalt utilisées dans la fabrication de batteries de nos téléphones, de batteries de nos ordinateurs et aussi dans les batteries des voitures électriques. Et c'est quelque chose qui est stratégique. Et raison pour laquelle j'ai été poussé à faire des recherches, à m'informer, question de nous donner des vraies informations par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le sphère de mine en RD Congo. Pourquoi le minerai de la RDC ne profite pas aux Congolais lambda? Le Congolais de Bunia, le Congolais de, je ne sais pas, de Butembo, le Congolais qui est à Mbandaka, le Congolais qui est partout à Bassankusu. Pourquoi ça ne profite pas aux vrais Congolais? Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, mais moi, j'aimerais le dire aujourd'hui. Ça va nous aider à faire un bon jugement. Et surtout, je vous en supplie, ça va nous aider aussi à quitter le débat de personnes. Je suis tellement convaincu que la RDC ne changera pas aussi longtemps que nous resterons dans les débats de non. Nous avons pensé que si tel président avait quitté la République, les pays allaient changer. Et rien n'est arrivé. On a pensé si celui-ci prend le pouvoir, si telle province, si tel côté géopolitique, des discussions inutiles, terre à terre qui nous a mené à rien. Mais nous voulons faire des débats existentiels, les vrais débats qui font des nations, tels que celle-ci, qui pourquoi les minéraux de la RDC ne profitent pas aux Congolais. Ce sont des débats qu'on doit faire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire encore ceci. Comme je vous l'ai dit, la réserve, la moitié de la réserve mondiale de cobalt utilisée dans la fabrication des choses que je vous ai citées, l'ordinateur, les téléphones
Et aussi les voitures électriques que le monde est en train de s'engager à avoir viennent de la RDC. Selon les statistiques des organisations telles que BMW, des organisations telles que Apple, VW, toutes ces grandes marques-là, ils achètent leur cobalt pour l'utilisation de leurs choses, de leurs instruments, des ordinateurs, des voitures électriques et aussi des téléphones en RDC. Mais où achètent-ils ces histoires-là? Ils achètent ces histoires non à la Gécamine, même pas, mais ils achètent ces choses-là à Glencore. Glencore est un multinational qui, au fait, il opère en RDC, mais c'est un multinational. Donc, tout ce qui fait comme intérêt ne profite pas vraiment à la République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais vraiment dire ce que Miles Moro a dit. Miles Moro a dit ceci. Les grands hommes discutent sur les idées. Les hommes moyens discutent sur l'argent. Mais les hommes des petits esprits discutent sur des personnes. Et je pense qu'on est arrivé à un point aujourd'hui en RDC, on doit quitter les débats de personnes. On doit s'élancer dans les débats existentiels de nos nations, comme les débats pareils, qui va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que le pays est dans cette situation-là qu'elle est économiquement, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, qu'est-ce qu'on peut faire pour y pallier aux problèmes que nous avons étant qu'une nation. Comme je le dis, c'est l'une des raisons qui nous a poussé à parler de réalité des minéraux de la RDC, pour permettre à tout Congolais de comprendre ce qui se passe réellement dans ces sphères-là, au lieu de passer des temps inutiles sur le débat politique des personnalités qui va nous amener à rien. Et aujourd'hui, la RDC, on a été prouvé par nos politiques vraiment qui ne sont pas des hommes d'État. Winston Churchill a dit quelque chose, il y a des gens, il y a des politiques qui quittent leur parti à cause de leurs idées. Ils tiennent fermement leurs convictions et quittent le parti. Et là, ce sont des hommes d'État. Aussi, il y a des gens qui quittent les idées qu'ils ont, des convictions qu'ils ont pour adhérer à deux partis. Et là, moi, je les appelle des hommes qui n'ont pas de personnalité. On a vu ça au Congo. Il y a des gens qui parlent un bon français, qui savent bien s'exprimer, des professeurs d'université, mais quand ils parlent, tu sens, dans le fond, il y a un vide. Il y a les nationaux congolais ont la même mise sur le mine. La RDC aura un mot à dire dans le G20. La RDC aura un mot à dire dans le G8. Et c'est ça. C'est que le multinational ne veulent pas. Ils veulent laisser la RDC être clouée par terre et permettre à eux d'avoir ce qu'ils veulent avoir et continuer à évoluer dans ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, écoutez, j'aimerais vous donner aussi une petite aperçu sur la Gécamine qui va nous permettre, comme un exemple, de voir ce qui a été le minerai, ce qui a été le sphère minière de la RDC depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et de voir comment est-ce qu'on a perdu ce qu'on avait comme mamie sur nos mines et que les multinationales se sont accaparées de toutes ces choses-là. Écoutez-moi très bien. Je vais être plus pragmatique encore et plus choquant de certaines choses que je vais dire ici. Vous savez, la Gécamine avant, qui était l'union minière du Haut-Katanga, en général, a bénéficié à la RDC, et en particulier au Katanga, avec une contribution, je pense, dans les années 1974 à 1992, de 70% dans la recette publique. 34 000 employés qui travaillaient de l'année 1974 à l'année 1992. En 1986, la Gécamine a réalisé son record. Là, c'est selon les statistiques du ministère des Mines. La Gécamine a réalisé son record de production avec plus de 476 000 tonnes de cuivre, 14 500 tonnes de cobalt et 64 000 tonnes de zinc lingot pour un chiffre annuel d'ordre de 1 milliard en 1986. Donc, si on essaie de mettre la valeur selon aujourd'hui, ça peut être plus de 2 milliards 340 quelques millions de dollars que la Gécamine a fait à une année. Et ça a été sa contribution à l'État. Malheureusement, la production connaîtra vraiment de chute progressive dès les années 1987. Et ça va s'accélérer vers les années 1990. Pourquoi? Premièrement, c'était par la mégestion. La mégestion de la chose publique par les gens qui étaient là. Premièrement, parce que, vous savez, le pouvoir, le poids qu'on mettait des gens non par rapport à la méritocratie, mais par rapport à l'ethnie. Si vous étiez de telle ethnie, vous pouvez être quelque part et on vous utilise. Et ce qui a fait qu'on a mis des gens qui n'étaient pas capables. Et qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils étaient là, mais ils n'ont pas bien su, je dirais, gérer la chose publique. Et il y a eu une dégradation grave dans le chef de l'entreprise qu'on avait comme mine.
Suivez-moi très bien. En 1987. Donc, voyez-vous cette entreprise qui était en train de nourrir l'État congolais dès les années 1974 jusqu'en 1992. Cette entreprise-là était en train de contribuer à 70%, je dis encore, de notre budget national à ces temps-là. Et ce qui a fait la force du Grand Zaïre, quand on parle du Grand Zaïre de Mobutu, c'est au fait, parmi les choses qui a fait la force de ce Grand Zaïre, c'est la GKAMIN aussi. La contribution annuelle qu'il faisait, aider l'État à respirer sans avoir où aller se tourner à l'extérieur, question d'aller emprunter de l'argent comme on le fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Premièrement, il y a eu la mégestion de la chose de l'État parce que la méritocratie a laissé place à la médiocrité. C'est ce que moi j'appelle la médiocrité. Les gens qui ne sont pas capables ont été... on a donné de postes à des gens qui ne pouvaient pas conduire ces genres d'institutions et ils ont détruit cela. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'était qu'il y a eu l'écroulement, l'effondrement de la mine souterraine de Kamoto située à Kolwezi dans les années 1987-1990. Alors, c'est alors, écoutez-moi très bien, les institutions internationales sont venues dans le jeu. Ils ont demandé à l'État, ils ont fait imposer la FMI, et je pèse mes mots, la FMI, la Banque mondiale sont venus. Ils ont demandé au président Mobutu, ils lui ont demandé de dépêcher GKAMIN. C'est quoi dépêcher GKAMIN? C'est au fait prendre GKAMIN, commencer à donner chaque partie de production de la GKAMIN à certaines entités internationales. Je vous rappelle encore qu'avant les années 1985, la RDC dépendait presque beaucoup, je dis à 70% des recettes de la GKAMIN. Alors quand les institutions internationales viennent vous demander de les dépêcher, c'est qu'il y a un problème. Je continue. La FMI, la Banque mondiale, ont demandé au président Mobutu en ce temps-là de dépêcher GKAMIN. Et il a refusé. Mais après, avec la montée de rebelles, de l'AFDEL, Kengo Adondo a cédé, je pense, à les années 1990, selon les statistiques. Alors, la GKAMIN qui était comme la vache qui nourrissait la République a été dépecée et ça a été donné aux multinationales. C'est là où la dégradation, la chute même, le déclin même de GKAMIN ou de notre sphère minière a commencé. Suivez-moi très bien. Après cela, Mobutu est parti, le président Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, il n'a pas pu tenir longtemps, il est mort. Le fils est arrivé. Avec la guerre qui séparait le pays, il fallait faire le dialogue. Juste une anecdote. Si vous ne le savez pas, avant qu'il puisse avoir Sun City, la RDC a eu son premier code minier, code minier en 2002. Et ce code minier a été signé sous les impulsions de la FMI et de la Banque mondiale. Suivez-moi très bien. Sous les impulsions de la FMI et de la Banque mondiale. Ces deux institutions internationales ont poussé, je le répète encore bien, ont impulsé tous ces dirigeants médiocres, je pèse mes mots, en ce temps-là, de signer ces accords et de mettre à genoux tout un pays qui dépendait nécessairement de la production, bien l'extraction minière. Quand je vous l'ai dit encore, notre système économique, notre modèle économique se repose que sur l'extraction des minéraux et aussi elle se repose sur la fiscale. Donc tout ce qu'on reçoit de la DGI, la DGRAD, on ne produit presque pas. C'est déjà un mal qu'on doit chercher à y remédier. Aujourd'hui, ce sont les débats qu'on doit faire. Comment est-ce que la RDC peut produire? Qu'est-ce que la RDC peut faire pour investir dans le marché intérieur? Dans les années 1960, la RDC avait 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a plus de 90 millions. Selon les statistiques d'habitants. Donc, le marché interne est tellement grand qu'on doit commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour investir dans le marché interne. Question de booster la production de la RDC. Donc, ce sont les vrais débats à faire. Aujourd'hui, on parle de la 4e révolution industrielle. On parle de la 5e même qui est en train d'arriver. Mais où est le pays comme la RDC dans ces débats-là? Parce que la RDC joue un très grand rôle. Donc, parce que quand on parle du cobalt, de voitures électriques, tout ce show-là, ça fait part de la 4e révolution industrielle et la 5e qui est en train d'arriver. L'intelligence artificielle. Je pense qu'à mon humble avis, ce sont les vrais débats à faire. On doit arrêter avec des débats de personnalité. Je suis contre cela.
des débats de personnalité, des débats partisans, des autorités morales, c'est encore la bassesse. Moi, je crois que les hommes bien faits qui réfléchissent doivent aller au-delà de personnes. Ils doivent aller au-delà de partis. Ils doivent discuter sur des convictions et des idées. Et moi, je suis tellement convaincu que ce qui va relever l'Afrique, c'est l'économie. Si l'Africain s'est lancé et si l'Africain a la main mise sur l'économie, l'Afrique va aller de l'avant. Parce que l'homme blanc a compris cela. L'homme blanc est parti politiquement, mais il a encore la main mise sur l'économie de l'Afrique. Je vais vous choquer. L'Afrique enregistre plus de 400-500 entreprises qui sont en train d'opérer sur le sol africain. Mais sur les 400-500 entreprises qui sont en train d'opérer sur le sol africain, pas plus de 30% appartiennent aux Africains. La plupart de ces entreprises-là appartiennent aux étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore la main mise sur nous et ils peuvent nous diriger. Ils peuvent diriger nos dirigeants. Je connais un pays, je n'aimerais pas citer le nom, je connais un pays où, quand un ministre est nommé, il remercie l'autorité morale, mais aussi il remercie des businessmen étrangers, des hommes d'affaires étrangers, parce que, à cause de sa connexion avec l'homme d'affaires étranger, il a été nommé ministre. Vous voyez comment est-ce que, quand les nationaux n'ont pas la main mise sur l'économie, le pays souffre. Dans la normale, ce sont les nationaux qui dirigent et après les étrangers viennent. Mais quand les nationaux sont en bas et les étrangers sont au-dessus, c'est pas la normale. Et ces paradigmes-là doivent être changés. Et au travers de cette émission, nous voulons vous informer sur le vrai débat. Nous voulons vous éduquer sur les vrais, vous faire quitter de ces débats inutiles qu'on a toujours du matin jusqu'au soir. De la politique, des hommes politiques, ça ne changera pas le pays. Mais je crois fermement que aujourd'hui, si chaque Congolais, partout ailleurs, commençait à penser autrement, et nous voulons avoir une classe de penseurs. Nous voulons pas aller sur Internet voir un petit ignare, excusez-moi pour le terme, un petit aventurier, un médiocre en train de parler parce qu'il a la caméra et il a l'ordinateur. Nous voulons avoir des penseurs, des économistes. Nous voulons avoir des génies financiers en train de parler sur comment est-ce qu'on peut arranger les finances de la RDC. C'est ce que nous voulons avoir comme débat. Comment est-ce que la diaspora peut contribuer économiquement au pays. C'est ce que nous voulons avoir comme débat pour changer le paradigme, pour changer la donne. Je continue. Alors, sous l'impulsion de la FMI et de la Banque mondiale, la RDC a perdu. La Gécamine, en particulier, qui était la vache qui nourrissait le pays, a perdu toute sa puissance. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, la Gécamine a laissé la plupart de ses gisements aux multinationales et ne vivait plus que des dividendes. Donc, tout ce que les multinationales faisaient, il donnait le reste à la Gécamine. Le code minier de 2002, qui a été beaucoup combattu après l'année 2006, 2016, 2008, 2019 par des organisations économiques nationales des Congolais, parce que le code minier 2002, si vous ne le savez pas, a donné la part de gâteau aux multinationales. Parce que ça a été fait sous l'impulsion, je le dis, des multinationales. Par exemple, le code minier disait ceci. Quand une entreprise de multinationale n'a même pas 50, 80% et vous donne que 20%. Et cette donne-là n'a pas permis à l'État de bien capitaliser sur ce que nous étions en train d'avoir comme minerais qui était en train d'être fait exploiter par beaucoup d'entreprises. Je ne vais pas citer de nom pour éviter la politique, mais je voudrais juste vous dire ceci, que c'est très important de voir ce choses dans cette lignée ici, de voir que où est-ce que le pays a failli et qu'est-ce qu'on peut faire pour y arranger. Alors, le code minier 2002 a donné plus d'importance aux multinationales qu'aux nationaux qui sont les Congolais. Alors, aussi, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y avait la corruption? Aussi, il y avait quoi encore? Il y avait l'extorsion. Aussi, il y avait quoi? Il y avait aussi beaucoup de choses qui se faisaient dans ces sphères-là qui ne permettaient pas à l'État d'avoir le vrai l'argent qui sortait dans la chose, par rapport à la recette pour aller dans la chose publique, dans la recette publique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que l'État, avec l'impulsion des organismes nationaux économiques, ont poussé le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, à promulguer le code minier 2018. Qui est venu au fait pour faire quoi? Le code minier 2018 avait comme but de sécuriser les gisements de nos réserves, accroître l'assiette fiscale et aussi limiter la corruption. Dans le code minier 2018, parmi quelques astuces,
Au lieu de 80% qui revenaient aux étrangers, maintenant le code minier 2018, 60% revient aux Congolais, 40% va aux multinationales. Ce qui permet au fait à l'État de capitaliser sur les ressources et au fait d'avoir l'argent dans la chose publique, la chose de l'État. Mais au-delà de toutes ces choses-là, nous voyons comment est-ce que la RDC a perdu tout ce qu'il avait comme force. Pourquoi est-ce que le minerai de la RDC ne profite pas aux Congolais? Premièrement, c'est parce que la RDC, avec le code minier 2002, a vendu tout ce qu'il avait. La Gécamine ne pouvait plus produire. Je vous ai dit, la Gécamine, qu'est-ce qu'il faisait? La générale de mines et carrières, de carrière et mines, il était là comme un police. Donc, il faisait le travail de la Banque centrale congolaise, mais dans le mine. Lui, il allait vous voir, ok, monsieur tel de minerai, combien avez-vous fait au Congo dans l'année 2020? Je fais 1 milliard, donnez-nous 20%. Ils prennent cela au travers des inspecteurs, évidemment. Et aussi, je pense qu'on doit parler aussi de cela. En RDC, on est encore dans le système de déclaration, où une entreprise, il dit, je déclare cette année si je fais 2 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces entreprises-là, et ça a été prouvé par des statistiques, beaucoup d'entreprises en RD Congo déclarent de pertes. Chaque année, ils déclarent de pertes qu'on n'a rien fait. Mais quand vous allez sur la bourse internationale, ils ont des milliards et des milliards de dollars. Parce que la RDC, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore un bon système fiscal qui peut nous aider à pénétrer toutes ces entreprises et de voir combien est-ce qu'ils sont en train de faire réellement, que de faire des déclarations qui ne changent au fait rien. Vous voyez un peu. Et au-delà de cela, je reviens pour dire que non, le manque d'application, premièrement, de loi sur le multinational, fait que la RDC n'arrive pas à capitaliser. Et là, je suis en train d'énoncer les problèmes qui fait que le Congolais n'arrive pas à bénéficier des minéraux de son pays. Les manques de loi de minéraux que l'État a promulgué en 2018, parce que celui de 2002, on ne peut pas compter cela parce qu'elle ne profitait pas aux Congolais déjà. Je vous dis, en 2002, on a vendu, on a tout donné à l'étranger. On n'avait plus rien. Gécamine, Miba ne parlait même plus de ces choses-là. On a juste eu la Gécamine comme police minière. Question de suivre avec les inspecteurs, de voir là où il y a des problèmes, où sont les dividendes de la République, qui étaient encore d'ailleurs de 20%. Donc c'était presque rien. Alors, avec ces problèmes-là, ces combats-là, et aussi la Gécamine, en faisant ce travail-là, s'est endettée. Aujourd'hui, la dette de la Gécamine se retrouve à plus de 500 millions, 345 quelque chose, des millions de dollars que la Gécamine a comme dette. Parce qu'avec le temps, la Gécamine ne faisait presque rien. Il était là juste en train de prendre les dividendes des multinationales. Il ne produisait plus. Bienvenue, gloire à Dieu, je dirais, avec la venue de Sam Alukonde, c'est le directeur général de la Gécamine qui est venu. Question de booster la Gécamine, je pense, à 2017-2018. Et il est en train de faire un bon travail dans ce sens-là. Et voyons voir ce qu'il va faire aussi en tant que Premier ministre. Donc, comme je le dis, la RDC a été dépourvue de tout ce qu'il avait comme force sur le minerai. Et ça fait que, après la promulgation de du code minier 2018, maintenant la RDC cherchait à se repositionner. Et j'énonce encore le problème qui a fait que la RDC a perdu tout ce qu'il avait comme tic et hyper focalisé dans la religion. On spiritualise toutes choses. On croit qu'il y aura un président messianique qui viendra et un jour, du jour au lendemain, la RDC va changer. Non, malheureusement, ça ne se verra pas. Le changement arrive par le travail. Le changement arrive par la prise de conscience de tout un chacun, par le leadership collectif, énoncé par beaucoup de penseurs. C'est ce que nous voulons voir en RDC. Je suis en train d'aller lentement, mais sûrement vers la fin. Vraiment, écoutez-moi très bien. Parmi le problème, je l'ai dit, la corruption, la RDC perd plus de 100 millions de dollars chaque année. 100 milliards de dollars chaque année, la RDC le perd. Parce que beaucoup d'entreprises exportent illicitement nos ressources par les inspecteurs, avec l'accord, bien sûr, des inspecteurs, des gens qui travaillent à la migration. Ils sont là, ils savent qu'il y a des entreprises qui sortent avec 10 camions, mais ils déclarent que 2. Et qui sont en train de perdre, c'est la République qui est en train de perdre. Et après, on dit que la RDC n'arrive pas... J'étais en train de voir des statistiques la fois passée par rapport au budget national de chaque pays. C'est une honte, c'est un insulte même à Dieu de nous donner ce genre de ressources, de nous retrouver aujourd'hui en Afrique. On est parmi le dernier pays. Donc après, il n'y avait que l'Érythrée
et je ne me rappelle plus l'autre pays qui est après nous. En termes de ressources naturelles, la RDC est pétrie de ressources. Mais comment est-ce qu'un pays comme la RDC ne peut pas capitaliser? C'est parce que on a commis des erreurs de penser que juste avoir les ressources va développer le pays. Moi, je suis contre cela. Je crois que l'une des choses qui sera le moteur du développement de la RDC sera l'homme congolais. Même le président honoraire Joseph Kabila Kabange l'a dit. Ce qu'il a échoué à faire, c'est de changer l'homme congolais. Parce que si vous changez l'homme, vous changez son environnement. Si vous changez l'homme, vous changez tout ce qui est autour de lui. Et l'homme congolais, déjà, il a beaucoup de problèmes. On spiritualise tout. Donc, quand on est spirituel, même la ration, il n'a plus sa place. Donc, les gens ne peuvent plus penser mathématiques parce qu'il est chrétien. Donc, on voit tout dans la spiritualité. Et oui, j'ai été content de voir des prières qui ont été faites pour la République, mais je pense aussi un piège. Parce que si les choses ne marchent pas, le musulman dira un jour que le chrétien avait prié et rien n'a marché. Les occultistes diront, on vous a vu prier et aujourd'hui les pays gangrènent encore dans la pauvreté. Au-delà de la prière, il doit y avoir un travail. Je suis un chrétien, je crois à la prière. Je suis un chrétien, je crois à Dieu. Mais je crois aussi que le travail, c'est la chose qui développe une nation. Sans le travail, la nation congolaise n'arrivera pas à se développer. Sans le changement de la mentalité, sans le changement de l'homme intérieur congolais, sans le changement de débat, sans le changement de paradigme, de quitter le politique seulement pour se lancer dans le vrai débat existentiel de la nation. Des débats politiques qui font en sorte que la nation puisse être fondée et être forte. Une nation est forte seulement si elle est forte économiquement. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fort politiquement si vous ne l'êtes pas économiquement, c'est un mensonge. Tous les pays grands qu'on connaît, que ce soit les États-Unis, la Chine, d'ailleurs même certains pays ne sont même pas démocrates, mais ils sont forts économiquement. J'aimerais qu'on puisse comprendre ces choses-là. Et on doit vraiment aller dans ce sens-là. Et aussi, parmi quelques problèmes, il y a aussi l'extorsion des créateurs par les agents de l'État qui sont en train d'aller prendre de l'argent chez ces gens-là qui sont en train de faire du travail pour survivre à leurs besoins. Alors, je n'aimerais pas finir comme ça, juste en annonçant le problème, la problématique, mais à mon humble avis, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Peut-être qu'il y aura un ministre qui me suivra. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit demain et sera ministre. J'aimerais donner quelques pistes de solutions. Je crois, étant qu'économiste, étant que Bachelor Business Administration, je crois que quelques pistes de solutions que je vais donner qui va nous permettre, en tant que nation, à vraiment changer la donne. Premièrement, c'est celle-ci. La mise en œuvre et application des mesures drastiques pour éradiquer la corruption sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on a un président qui parle d'état de droit. C'est bien bon, mais il doit y avoir l'application. Il y a une chose que le président Kagame a dit un jour. Il a dit l'Africain, en fait, se distingue souvent dans ce qui est comme... vous savez, ils se distinguent souvent dans le loi. Ils aiment beaucoup faire des idées. Et là, je pense que nous, les Congolais, on est des champions dans ces choses-là. On aime beaucoup parler sur des choses, donner des idées. Mais quand il s'agit de l'application de la chose, c'est là où on échoue. Et vous voyez voir la RDC, quand on construit des routes, et c'est laissé à la merci des anges. Il faut attendre que les anges viennent pour continuer et faire le contrôle. Pendant que dans le manège, on nous a appris, il faut planifier. Oui, il faut organiser, faire le leadership et aussi contrôler, faire en sorte que la chose continue à être. La mise en œuvre et application de mesures drastiques pour éradiquer la corruption sous toutes ses formes, le renforcement du contrôle des exportations de nos ressources, amélioration des conditions de travail dans le mine artisanal, aussi la transparence des contrats que nous sommes en train de faire avec les multinationales, promulguer des lois de mines avantagées aux Congolais, organiser la traçabilité et transparence de nos minéraux qui sortent, qui vont dans les ports de Durban et de Dar es Salaam, qui va permettre à la RDC de savoir qu'est-ce qui est en train de sortir, combien est en train de sortir et combien arrive dans la caisse de l'État. Pour finir, j'aimerais dire ceci, ne pensez pas ce que votre pays fera pour vous, ou votre nation, ou votre continent, ou le monde fera pour vous, mais pensez ce que vous, étant qu'individu, fera pour votre nation, votre continent et pour le monde. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Il est temps de vous présenter l'émission trimestrielle dénommée Décryptage économique.
Une émission qui aura pour but d'informer et d'éduquer la population congolaise ainsi que africaine sur le vrai problème économique de nos nations. Présentateur, Miracle Elmen Amenavovo BBA. Le premier rendez-vous est fixé pour le 15 février. Nous aurons pour sujet pourquoi le minerai de la République démocratique du Congo ne profite pas aux Congolais. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup.